Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, le 140e, et on va parler du 6e Grand Prix de cette saison 2023 qui s'est couru au Mugello, et qui dit Grand Prix d'Italie, dit Pierre qui roule. Comment ça va, Pierre ? Forza Italia, bonjour à tous, toujours champion du monde. Toujours champion du monde. Pierre, tu t'es muté un petit peu en Pierre qui râle. Ouais, j'aime bien les pseudos qu'on me donne comme ça me fait beaucoup rire. J'ai un peu d'autodérision et c'est vrai que je râle beaucoup. Ouais. Donc, Ouais, t'as râlé un petit peu la dernière fois, mais bon, ça c'est... Faut pas me lancer sur le sujet. Là, ça va être un petit peu plus joyeux quand même. Oui, ça devrait être plus joyeux, ouais. Ça, c'est beaucoup mieux terminé. Oui. Alors, au petit jeu des goodies, c'est Œil Rocket qui va aller recevoir bientôt. Alors là, j'ai pris un petit peu de retard pour envoyer tout ça, mais ça va partir très vite. On va partir rapidement sur les news. Alors, je vais commencer par la news en Moto E. Donc, c'était le retour de Granado, donc qui va faire son, on va dire ses premiers tours de roue officiels sur la Ducati électrique. On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que tu nous parles des Moto 2 ? Ouais, donc on a Acosta qui a été interviewé sur la question. On en sait un peu plus. Donc lui, forcément, il veut un guidon en MotoGP en 2024. Il est deuxième au championnat du monde Moto 2 actuellement. KTM, lui, serait plutôt chaud pour 2025. Hein. C'est vrai que ça bouchonne un peu dans leurs deux équipes. La seule place éventuellement libre, l'année prochaine, serait celle de Augusto Fernandez, mais clairement qui démérite pas. Donc ça serait clairement injuste pour lui de perdre sa place. Sauf si, il y a eu la rumeur, d'un troisième team KTM siglé Husqvarna voit le jour, ou si éventuellement Paul Espargaro fait les frais de sa longue blessure. Donc c'est compliqué. A priori, l'option que j'ai vu ça tout à l'heure, l'option qu'il a, c'est que KTM doit lui proposer un siège en MotoGP avant fin juin. Sinon, l'ami Acosta serait libre d'aller voir ailleurs en MotoGP. Je croyais qu'il y avait une condition aussi de usine, c'est-à-dire d'être un pilote factory. C'est possible aussi, ouais. Ça complexifie du coup un peu le truc, quoi, parce que... Ouais, ça complexifie... Ouais, je pense que les Autrichiens, ils ont pas fini de se faire des nœuds dans le cerveau. Mais bon, c'est bien fait. Enfin, voilà. Et Marquez, du coup, va arriver aussi ou pas ? Parce que ça complique un petit peu tout ça aussi. Ouais, en fait, c'est tellement bouché chez Ducati que toutes les rumeurs envoient les pilotes chez KTM, mais c'est pas beaucoup plus dégagé non plus. Donc, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression, alors là, c'est un avis personnel, hein, qu'il y aura pas grand mouvement pour l'année prochaine, parce que vraiment tout est bouché. On avait beaucoup parlé de Martin qui allait quitter Pramac pour éventuellement Yamaha Usine, mais vu sa saison actuellement et la saison de Yamaha, j'ai de plus en plus de doutes qu'il fasse ça, donc ouais. À voir. Ça va rejoindre un petit peu, ça va nous permettre d'anticiper sur une vidéo qui a été faite par MotoGP.com d'interview de Morbidelli, où clairement, lui, son avenir, il le voit pas spécialement chez Yamaha. A priori, VR46 verrait bien partir Bezzecchi chez Pramac, mais à la place de qui, ça c'est à savoir. Et comme tu dis, à part Martin qui pourrait partir chez Yamaha Factory, et encore uniquement pour l'attrait d'un contrat factory. Bien sûr. Je vois pas ce qu'il y a d'attractif à aller chez Yamaha actuellement, quoi. Ouais, non, t'as tout à fait raison. Ce que j'ai lu sur Bezzecchi qui pourrait aller chez Pramac au lieu de Ducati VR46, le problème c'est que c'est aller d'un team privé à un autre, et la VR46 a quand même un peu plus d'ambition pour leurs jeunes protégés, et je les comprends, sauf que le Ducati usine ils sont complets. Après Zarco peut faire office de fusible, mais ce serait pareil comme Augusto Fernandez, ce serait particulièrement injuste vu les 2 dernières saisons qu'il fait chez Pramac. Donc il y a pas de bonne solution. J'ai adoré l'interview de Morbidelli. C'est vrai qu'au vu du manque de résultats actuellement, et du fait que la grille est un peu bouchée, et du fait que Yamaha a des liens avec la IR46,
moi, dans mon esprit, j'avais oublié en fait qu'il était aussi maître de son destin, et je pensais qu'il allait s'accrocher à tout prix à ce guidon Yamaha Factory, mais en fait non, il a raison. Clairement, la moto elle est nulle. Il espère mieux que ça, et potentiellement s'il y a mieux ailleurs, il ira voir ailleurs, et je le comprends. C'est ça qui va être assez étonnant, c'est un petit peu ce qu'on avait dit en début de saison, c'est un petit peu Pramac qui peut déclencher les dominos, quoi, mais que ce soit Zarco ou Martin, on le verra encore, il faut une très belle entame de saison, des courses régulièrement devant, et y a aucune raison de partir même d'un team satellite ou client pour une équipe, même avec un contrat factory qui est moins compétitif, quoi. Exactement, ouais. Ça représente un petit peu un danger, pas nécessairement un danger, mais une incertitude, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu nous parles des infos MotoGP? Ouais, alors il y a eu une annonce assez en deux temps, on va dire. Il y a d'abord eu la grosse rumeur, je crois que c'était le site Motorsport, qui balance ça jeudi, que Fabio Quartararo et Eric Mahé, donc son manager et agent, depuis le Moto3, si je me souviens bien, se séparent. Et on a eu que le lendemain la confirmation via un post Instagram de Quartararo qui rompait avec Eric Mahé pour à partir de la saison 2025 et les suivantes, qu'il allait être représenté par par sa propre agence de management qui s'appellera FQ20. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, quand j'ai vu la news, ça m'a pas spécialement fait bondir de mon siège. J'ai plus vu beaucoup de réactions en mode oh là là, une bombe, une ceci, une cela. Après, j'avais même pas vu que ça concernait 2025. Pour moi, ça reste un manager, ça reste un facilitateur de contact. C'est quelqu'un qui doit avoir des contacts dans le paddock pour trouver les bons contrats, les bonnes opportunités pour la carrière d'un pilote. Clairement, Eric Mahé, il a énormément aidé pour l'accès en MotoGP et aussi en Moto2 quand il a fallu parfois trouver des solutions de rebond. Mais j'ai eu aussi pensé à ce qui s'était passé entre Zarco et Félon, c'est-à-dire que quand Zarco lâche Félon et après, durant l'échec, avant l'échec KTM, Zarco, il a montré que sans manager, même si ça a été compliqué, même s'il a eu des appuis autres, on peut s'en sortir. C'est pas nécessairement catastrophique, et c'est pas Mahé qui développe la Yamaha actuellement. Les problèmes de Quartararo, ils sont pas au niveau management. Ils sont clairement au niveau de l'équipe. Après, ça peut aider d'avoir un bon manager parce que ça peut faire un tampon, ça peut faire plein de choses. Mais pour moi, ça révolutionnait pas tant de choses que ça. Ouais. Après, je sais pas ce que t'en dis. Je te rejoins. Moi, je suis d'accord. Ça révolutionne pas le truc. Il y avait l'effet séparation choc. Moi, je m'y attendais pas. Mahé, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la carrière de Quartararo, mais pas que dans le microcosme des pilotes français internationaux. Je pense à Baz, je pense à Cluzel, etc. Et effectivement, il leur a toujours permis de rebondir. Alors pas forcément sur les meilleures machines, mais il leur a toujours trouvé des solutions. En tout cas, donc ça a fait l'effet d'une bombe. Effectivement, après Quartararo, je le trouve pas forcément, contrairement à Zarco, je le connais pas, donc c'est vraiment vu de mon canapé, comme on dit. Peut-être un manque de maturité. Qu'un Zarco, il va quand même se poser les questions avant. Et c'est pas le même stade de la carrière non plus. Oui, tout Autant à fait. Quartararo, on sait qu'il a la jeunesse et le talent pour lui, et que demain tu le mets sur une bonne machine, on est quasiment sûr qu'il va gagner à nouveau. Autant Zarco, se poser la question, est-ce qu'il va pas juste arrêter sa carrière et passer à autre chose? Parce que c'était déjà le moment où on pouvait se dire que ça allait arriver, quoi. Donc voilà. On verra de toute façon ce que ça va donner. Après, il y a quand même 2 ans, enfin pas 2 ans, mais il y a 1 an et demi de gap entre l'arrêt de la collaboration réelle. Donc ça laisse le temps de négocier soit la prolongation chez Yamaha, soit trouver une autre machine. Donc
Voilà, moi je l'ai plus vu comme un message de la part de Quartararo pour dire bon bah voilà, si vous voulez discuter de post 2024 avec moi, bah discutez avec FQ20, discutez pas avec Mike. Ouais, après je pense qu'il y a des bons, enfin soit il y a des énormes agents hyper réputés sur le marché, il peut être représenté aussi par lui-même et une agence moins connue. Voilà, après comme tu as dit, c'est pas ça qui est déterminant pour une carrière, on l'a vu. Haute news, Dovizioso, légende. Ouais, légende du MotoGP. Ça fait chaud au cœur. Voilà, j'entends le débat. Je me suis dit ça. J'entends le débat des gens qui disent il a pas de titre en catégorie reine, ce qui est vrai. Hein. C'est pas la première fois qu'on a ce débat. Il y a eu le débat avec Mamola, il y a eu ce débat avec Dani Pedrosa. Donc, en fait, le problème, enfin, et là je dérive un peu. Donc, je pense à l'heure actuelle, vu comment est organisé le Hall of Fame MotoGP, donc le titre de MotoGP légende, c'est normal qu'il en fasse partie. Il a marqué l'histoire de ce sport. Il est resté plus de 20 ans, 21 ans, je crois, entre les petites catégories et le MotoGP. 3 fois vice-champion du monde en MotoGP, 2 fois vice-champion du monde en Moto2, enfin 250. Bon, il a une carrière incroyable. Par contre, je comprends que s'il y avait plusieurs étages possibles dans le Hall of Fame et différents niveaux, on va dire de fame, de statut. Effectivement, on peut pas mettre un Dovizioso sur dans l'égal d'un Rossi ou d'un Marquez ou d'un Ago ou d'autres. Hein, bien sûr, je me fais pas d'illusions là-dessus, mais voilà, en l'état actuel des choses, Dovizioso mérite pour moi effectivement ce titre et j'étais super content de le voir. D'ailleurs, il était très touché, donc ça fait plaisir. Ouais, moi je trouve que ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont toujours sur la règle de 2 nominations au Hall of Fame par an. Oui, c'est vrai. Ouais, moi je trouve assez bizarre de fixer un nombre. Parce que si t'en fais 2 par an, ça veut dire que t'as 15 champions du monde par an en catégorie reine. Pour peu que tu tombes sur un Marquez qui va t'en gagner 6, ça va être compliqué de trouver 2 personnes par an pour justifier de les passer légende. Après, ça c'est une petite discussion qu'on a eue sur notre channel privé. Moi, je vois pas spécialement l'intérêt. Après, c'est honorifique. Oui, si ça lui change la vie, tant mieux. Qu'il soit content, c'est normal. Il manquera toujours ce titre, mais ce que je retiens vraiment de la carrière de Dovi, c'est ce qu'il a réussi à faire chez Ducati et ce qu'il a eu la patience de mettre en œuvre. Bah après, il l'a pas mis en œuvre tout seul, hein, mais c'est le redressement de la marque quand il y arrive. Et il a été le grand artisan de ça et c'est assez. Je trouve que c'est vraiment pour ça c'est vraiment ça que je retiendrai de sa carrière, quoi. Ouais, t'as raison, hein, c'est le travail de l'ombre qu'il a fait pour Ducati, pour reconstruire une équipe, une moto qui fonctionne. Après, voilà, on sait qu'il y a eu un gros différend avec la marque en 2020, mais bon, c'est comme ça et ça s'est terminé un peu en autre boutin, et puis son retour manquait sur la Yamaha RNF. With You l'année dernière, pardon. Ouais. Mais bon, on sait que les retours en sport, ils sont rarement gagnants. Donc voilà. On passe à la Moto E ? Allez. Donc ce sont Torres et Zanoni qui passent en Q2, Matteo Ferrari est en pôle devant Casadei et Krummenacher, Granado 4, Mantovani 5 et Zanoni 6. En course 1, ça part pour 7 tours, Ferrari, Casadei, Mantovani partent bien, Granado est un peu enfermé P8, gros départ de Spinelli qui chute en début de course, la course se fait à 3 devant, menée par Mantovani avec Garzo et Krummenacher en bagarre pour la 4. Il y a une très belle manœuvre de Mantovani pour reprendre la tête à 2 tours de l'arrivée. Ferrari fait aussi un bel effort pour écarter Casadei de la 2e place, mais il ne pourra pas reprendre Mantovani qui l'emporte. Ferrari 2, Casadei 3, Garzo 4, Krummenacher 5 et Granado 6. En course 2, ça va partir sous une belle pluie pour 6 tours et les 2 Pramac partiront des stands. Donc c'est Rabat et Savadori.
Casadei, Ferrari et Krummenacher se montrent à l'aise sous la pluie. Ponce chute mais va pouvoir repartir quand même. Granado remonte petit à petit et est 3e à 4 tours de l'arrivée. À 2 tours de l'arrivée, Granado prend la tête et Casadei se replace 3. Mantovani va chuter dans le même temps. Casadei chute à son tour et la course est arrêtée sur drapeau rouge. Donc Granado s'impose devant Manfredi, Ferrari, Spinelli, Torres et Garzo. Au général, Torres a gardé la tête avec 63 points devant Ferrari 61 et Garzo 59. Qu'est-ce que tu as pensé de ces courses, notamment la deuxième sous la pluie ? Bah justement, j'allais te parler surtout de la deuxième, que c'était impressionnant, les tours qu'ils ont eu le samedi après-midi là-bas. La piste était détrempée. Et ils ont bien fait d'arrêter la course. Je l'aurais même, je sais même pas si j'aurais donné le départ en sachant que ça allait s'aggraver comme ça. Le bon point, c'est que malgré le fait que ça soit électrique, il n'y a pas eu trop de course-circuit entre les motos et le sol. Après, je suis content pour Granado, qui est sans doute un des favoris pour la catégorie, mais aussi mon chouchou. Donc c'est bien, il revient de blessure à cause de sa chute en Superbike et assez rapidement, il retrouve un bon rythme. Granado, il fait 600 en première course et premier en course 2 dans des conditions particulières, bien sûr. Donc voilà, toujours plaisant à voir, belle bagarre à 4 si je me souviens bien, surtout en course 2 devant là, avant que l'écart se creuse, belle bagarre en tête, donc ça c'était bien. Petit fun fact, on a eu en Q2 le meilleur temps de Granado annulé en raison d'une pression de pneus non conforme, ce qui est toujours à signaler. On passe au Moto 3 ? Allez. Donc, en Moto 3, en Q1, on a Kelso, Furusato, Nepa et Perez qui passent en Q2. Honshu part en pole devant Kelso, Sasaki. Morera sera 4e, Olgado 5, Bertele 6. Au final, Artigas, Kelso, Luneta, Morera, Nepa, Ortola et Salvador partiront en fond de grille et devront faire un long lap avec Salvador qui va en plus avoir, en cadeau bonus, un deuxième long lap parce que c'est comme c'est le boucher, quand il y en a un peu plus, je laisse. Alors tout ça c'est lié à leur comportement en P3 le samedi matin, donc le petit groupe était vraiment en mode attente en bord de piste et du coup ça a dégainé assez sévère de la part de la direction de course. Je pense que c'était justifié. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, clairement c'est justifié. Le fond de grille plus le double long lap pour Salvador, ça m'a fait rire parce que la sanction est arrivée en 2 temps pour lui. Mais en fait, il a récidivé 2 fois, deux sessions différentes. Premier, il avait déjà pris un long lap, puis après, il a pris le fond de grille plus un autre long lap. Non, mais à un moment, faut qu'il se montre ferme. Ils ont raison. On arrête de chercher des roues sur la piste, d'attendre et d'être tellement lent que ça reste dangereux pour ceux qui essaient de faire un temps à ce moment-là. Donc, c'est très bien. J'espère qu'ils vont continuer vraiment à sévir pareillement. Peut-être qu'ils arrêteront. Ouais, après pour replacer le contexte, donc le Mugello c'est quand même un circuit où le passage de la ligne de chronométrage est primordial. Et en fait, le groupe attendait quasiment depuis le virage d'avant de pouvoir prendre l'aspi pour pouvoir passer la ligne d'arrivée, la ligne de chrono, derrière d'autres pilotes, clairement. Donc pouvoir faire un tour lancé, vraiment lancé au max. Et là, la direction de course a dégainé fort parce que c'était surtout aussi des pilotes qui sont quand même pas trop mal placés au général. Et bon, il y en a d'autres qui vont certains vont réussir à s'en sortir de cette sanction. Mais ouais, ils ont pas fait vraiment de détails et c'était plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. En course, donc comme on le disait, il y a des gros noms qui ont été attrapés par la patrouille. C'est l'occasion pour certains de recoller. Alors Fenati cale sur la grille, donc on l'a vu gesticuler des bras et il partira des stands. Son équipe va démarrer, mais évidemment il va repartir après le paquet. Honshu, Olgado et Sasaki s'élancent bien et Massia est dans le coup. Artigas chute en compagnie de Farioli. Morera avait déjà rejoint le top 10 quand il fait son long lap. Honshu s'offre une très grosse frayeur sur un vibreur et Alonso est venu faire le 5e dans le groupe de tête qui compte 2 secondes et demie d'avance sur la suite du peloton à 10 tours de l'arrivée. Donc ils ont déjà creusé un bon matelas.
Kelso va chuter à peu près à mi-course. Il y aura de belles manœuvres en bout de ligne droite. Souvent, il y a un Honshu Olgado qui a failli finir au bac. Et le dernier tour débute par un contact Mazia-Honshu après que la direction de course ait passé un message sur tous les dashboards, conduct warning. Donc c'était assez, on en parlera un petit peu après, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Honshu prend les commandes et tente de se détacher, mais il se fera sauter sur la ligne par Olgado. Sasaki fera 3, Alonso 4, Mazia 5 et Wehrer 6. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course ? Devant, c'était une belle course entre les 4-5 premiers. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de bagarres. Comme tu l'as dit, pour les qualifications, la ligne droite est tellement longue et le point de départ ou le point d'arrivée, il est vraiment plutôt sur le dernier tiers de la ligne droite, donc voilà. Et en moto 3, on l'a vu plusieurs fois. Honshu avait une demi-seconde d'avance à la sortie du dernier virage et à l'arrivée du premier virage, il était rattrapé par tout le groupe. Il se faisait dépasser, quoi. Donc moi, j'ai pesté contre lui. Je l'ai trouvé stupide sur le coup. Ça lui arrivait plusieurs fois en course et il s'entête à vouloir prendre la tête au dernier virage du dernier tour, alors que c'est jamais passé en course sur les tours précédents, quoi. Donc Olgado, lui, malin, il reste. Enfin, il menait dans le dernier tour, et puis, alors je sais pas s'il ouvre volontairement la porte, mais en tout cas Honshu le double. Après il reste derrière. Mais là voilà, Honshu il a de la chance parce qu'il a failli perdre aussi la deuxième place, hein. Avec Sasaki. Sasaki avait pris son aspi, il était vraiment juste derrière. Donc pas très réfléchi le garçon. Alors peut-être que faut qu'il regarde les images, mais sinon à part ça c'était une course plutôt sympa pour le groupe devant. Le groupe derrière on l'a pas trop vu justement. Non. Et puis les contacts, c'était viril mais correct, hein. Et le high side, le semi high side de Honshu, impressionnant. Ouais, le point où je voulais revenir justement sur les messages qui ont été passés sur les dashboards. Le truc qui est intéressant, et ça j'y ai pensé qu'après, c'est que nous on a l'info que les 4 ont eu le message parce qu'on est sur nos canapés et on voit que tout le monde l'a eu. Par contre, les pilotes, ils le savent pas. Ils savent que eux, ils ont eu le message, comme quoi il doit faire attention, mais ils savent pas spécialement que tout le groupe a été averti que il fallait se tenir tranquillement. Donc je pense que justement ça aurait été intéressant d'avoir l'avis des pilotes sur un tel message en course à l'approche du dernier tour. Ouais, c'est vrai. J'avais pas réfléchi à ça, mais ouais, t'as totalement raison. Ouais. Et toi, sur Olgado ou Honshu ? Bah moi, Olgado, ce qui m'a vraiment plu, c'est que dès le passage de la ligne, ils étaient au taquet sur MotoGP.com, ils étaient avec Hervé Poncharal, et direct, il dit bah voilà, Olgado more than smart, donc parce que le journaliste lui demande est-ce que vous trouvez qu'Olgado est smart et intelligent, et Poncharal dit bah il est plus qu'intelligent, surtout que c'est quelque chose qu'ils avaient a priori évoqué en matinée. Il a dit effectivement que c'était que c'était quelque chose sur lequel ils avaient réfléchi et que la manière dont il l'a fait, c'était intelligent. Et effectivement, quand tu le vois faire, c'est jamais facile parce que moi je pensais que Honshu allait avoir assez d'avance. Et il faut quand même avoir une sacrée vista pour savoir décrocher au bon moment de l'aspi, parce que entre le bon moment et le trop tard, en général c'est jamais simple. Et puis évidemment t'as un autre mec derrière, donc tu sais pas ce qui se passe derrière, tu vas pas tourner la tête pour voir ce qui se passe, donc ça peut vite finir à 3 au tas, quoi. Et non c'était intelligent pour Olgado, qui démontre que course après course il lâche pas, quoi, et c'est vraiment cool parce que il est en tête du championnat avec 109 points devant Mazia 74 et Ortola 68. Ouais, du coup 3 victoires pour lui en 6 courses, dont un back-to-back là avec Le Mans, enfin. Donc bravo à lui, il devient le plus gros challenger du championnat. Et puis tu vois, moi j'ai dit que Honshu était stupide, mais oui, t'as raison, en fait c'est Olgado qui a été intelligent, et surtout de voir que c'est une stratégie qui a été travaillée avec son équipe. Moi j'ai du mal à croire que du côté d'Ayo on n'ait pas réfléchi à la stratégie et qu'on lui ait pas essayé de l'inculquer à Honshu, tu vois.
c'est ça le truc, c'est que quand et c'est ça qui était intéressant quand j'ai regardé sur MotoGP, c'est que bon, évidemment ils sont au taquet pour aller interviewer le bon team manager, et ce que dit Poncharal c'est super intéressant pour ça, parce que évidemment on sait tous que le Mugello, l'arrivée quand c'est en paquet, l'aspiration va être importante, d'autant plus en Moto 3, et à entamer en tête le dernier tour, c'est quasiment signe que tu vas te faire sauter sur la ligne, quoi. Et c'est jamais simple. Honshu, après, c'est dommage parce que c'est une fois de plus, c'est loupé pour la victoire. Mais il fait quand même une belle course, tu peux pas lui retirer, et comme tu le disais, le groupe de tête a été quand même très très compétitif. Ils ont creusé un très très gros gap avec le groupe de derrière, et c'était une belle course pour ça, quoi. Oui, totalement. Ouais, non, Che fait une bonne course, il n'y a pas de souci. On va passer au Moto 2 ? Allez. Donc en FP3, il y a Rory Skinner qui va chuter assez lourdement, qui va déclarer forfait pour le week-end. Alors je l'ai pas noté dans le conducteur, mais il me semble que Nozane également avait déclaré forfait précédemment pour ce Grand Prix, et le Grand Prix d'Allemagne, il me semble aussi. Ça c'est parce que tu avais collé un taquet, non ? Ça doit être ça. En Q1, donc c'est Joe Roberts, Ayagura, Jérémy Alcoba et Darren Binder qui vont passer en Q2. Et en Q2, donc si Acosta a dominé les 3 séances d'essais libres, c'est bien Aaron Canet qui fait la pole devant Lady Acosta et Sam Lowe's. On a ensuite Joe Roberts, Philippe Salac et Jake Dixon pour la 2e ligne, et la 3e ligne sera composée de Celestino Vietti, Fermín Aldeguer et Alonso Lopez. Voilà. En course, donc on a un beau shot de Sam Lowe's qui prend la tête au premier virage, mais Acosta le repasse dès le second virage. Alors qu'on va avoir une chute d'Aldeguer qui va emmener Alcoba et Binder avec lui. Et suite à un contact avec Alonso Lopez au tour numéro 2, c'est Sam Lowe's qui va chuter. Alors Sam Lowe's était furax dans le bac à gravier, et Lopez va écoper d'un long lap. À ce moment-là, donc l'ordre des pilotes, c'est Acosta en tête devant Lopez, Canet, Arbolino et Salac, suivi de Joe Roberts. Arbolino va prendre la 2e position, alors que Lopez fait son long lap qu'il va rater en sortant trop large dans les graviers, et il va devoir le refaire. Alors c'est drôle, mais pas trop pour lui. C'est beau. Parce qu'il a perdu plus de temps qu'autre chose en le coupant son long lap dans ce sens-là, on va dire, vers l'extérieur. Ouais, mais il est arrivé beaucoup trop vite, et il pouvait pas faire autrement, le garçon. Donc on a Acosta qui va prendre le large assez nettement, alors que Canet lui ne va plus tenir le rythme en course, et la bataille pour le podium, laissant Arbolino et Salac seul à essayer de rattraper Acosta. Ensuite on a Canet qui va finir par revenir sur Salac avant la fin de course pour accrocher la 3e place. Enfin c'est ce qu'on croit, mais c'était sans compter Jake Dixon qui fait une fin de course de folie, et qui va passer Canet à 2 tours de l'arrivée. Donc classement final pour cette course d'Italie. Donc Acosta termine premier, Arbolino 2, Dixon 3, Canet finit 4e, Vietti 5e et Lopez, belle remontée, 6e. Salac fera 7, Gonzalez 8, Chantra 9. Au championnat, donc Arbolino en tête du général avec 119 points, Acosta 99 points et Alonso Lopez 71 points. Est-ce que tu veux aborder un sujet sur la course Moto 2, Cyril ? On va commencer par Acosta, quand même. Seul au monde, sur la course, intouchable. Il a pris les commandes et on l'a pas revu. Vraiment une grosse domination de sa part. Après, il a 20 points de retard à Arbolino, donc il va falloir s'employer pour remonter. Et moi, ce qui m'a bien plu, c'est la petite célébration à la fin, avec les petites boîtes de pizza qui ont été distribuées. J'ai trouvé que c'était marrant, ça coûte rien, et je trouve que c'est toujours cool de trouver l'inspiration et puis le temps de faire des petites choses sympas comme ça.
Non, je suis d'accord sur ton analyse d'Acosta, bien sûr, qui fait une course incroyable, et sur la célébration, pareil, je te rejoins. C'est pas, je trouve que les gens ont été durs sur sa célébration à lui et sur celle de Pecco aussi. Franchement, c'est toujours sympa à voir. Voilà, peu importe le pilote qui fête sa victoire comme il veut, avec un petit scénario, des petits déguisements, c'est toujours cool. Voilà. Ouais, autre point cette fois-ci, je me suis je voulais m'attarder sur Chantra et Ogura, parce que on en avait beaucoup parlé en fin de saison dernière, et en début d'année, la grosse question c'était lequel des deux allait passer en MotoGP l'année prochaine. Et en fait, là, après 6 courses, c'est compliqué un petit peu pour les deux, puisque Chantra, là, il fait 9e et il est 7e au général. Ogura, là, il fait 15e, donc il est très très loin, et il est 19e au général. Bon, Ogura paye cher sa blessure de début de saison. Mais pour remplacer Nakagami en MotoGP, c'est quand même pas encourageant, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, il y a encore beaucoup de courses, mais il va falloir s'employer de leur côté pour prendre la place, quoi. Ouais, alors je comprends ton analyse en résultat pur, mais Nakagami, c'est juste plus possible en MotoGP, quoi. Avoir un japonais pour avoir un japonais, autant tenter un jeune. On a vu avec un Augusto Fernandez, qui est pas le plus grand talent du monde, qui est un besogneux, que ça peut payer de le faire monter de catégorie. Le Moto2, c'est aussi une catégorie qui est pas simple. Ou un Quartararo qui a pas forcément brillé énormément en Moto2, même s'il a quelques victoires à son actif, mais pour lui, le MotoGP, il s'y est adapté tout de suite. Donc moi je suis Honda, mais après je suis pas Honda, mais je préfère prendre le risque de faire monter un rookie potentiellement avec il peut avoir des clics que de garder un Nakagami où on sait qu'il va truster les 14e, 15e places toute la saison, quoi. Ouais, du coup, tu prends Chantra ou Ogura, ou t'attends un peu? Prends Ogura parce que l'année dernière il était meilleur. Chantra c'était plus épisodique, on va dire, Chantra. Et en plus, Ogura a l'avantage d'être un japonais. Je pense que je ferai ça. Voilà. T'avais quoi comme point de ton côté? La petite polémique en parc fermé sur, je sais pas si tu l'as vu, Acosta qui échange de casque. Vu, non. Acosta il échange de casque avec son équipe dans le parc fermé. Donc il y a Marc VDS donc qui est l'équipe d'Arbolino qui finit 2, et Speed Up qui est l'équipe d'Alonso Lopez qui a pris cher en course avec ses long laps, mais bon, en même temps c'était mérité, vu comment ils poussent Sam Lowe. Donc ils ont posé réclamation, mais ça sentait un peu le seum quand même de leur part, parce que donc Acosta a changé de casque, sauf que après la course il faut faire une pesée obligatoire pour les pilotes du parc fermé. La pesée comprend donc le pilote, son équipement et sa moto. Donc minimum c'est 217 kilos, sinon t'es disqualifié. Donc les pilotes les plus légers dans la catégorie ont des poids sur la moto pour équilibrer, des lestes. Et donc potentiellement changer de casque, si un casque truqué entre guillemets, je résume, potentiellement effectivement ça peut avoir un impact. Ayo s'est réclamé d'un changement de casque pour avoir un casque propre pour les photos, et plaît dans la bonne foi. Donc la réclamation a été classée sans suite par la direction de course qui a préféré en rester là. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, ce que j'en pense, c'est que si les gens ils l'ont vu changer de casque, le deuxième casque il doit pas être bien loin. Donc tu pèses les deux casques. Ouais, je suis d'accord. Mais ça se trouve c'est ce qu'ils sont fait. Non. Ouais, mais c'est possible que la direction de course ait fait ça. Ah oui. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est interdit, ou alors ils auraient dû demander l'autorisation à la direction de course pour les photos, quoi, effectivement. Donc ouais. Mais comme de toute façon c'était au su à la vue de tous, c'était dans le parc fermé, c'était filmé, c'était pris en photo, c'est pas bien comme sûr. s'ils ont essayé de magouiller discrètement. À mettre de l'eau dans une fausse canette de Red Bull, ouais, ça on le voit aussi, je te rassure. Non, mais après je trouve la réclamation légitime. Oui. Et je pense que oui, la direction de course est dans son rôle de faire la vérif. Je pense que voilà, c'est. Après, si tu veux un casque propre, tu peux aussi passer un coup de polish, ça se fait bien. C'est-à-dire que il y en a qui le font. Puis je pense qu'il a pas été beaucoup emmerdé par les bouloches de ceux qui étaient devant Acosta. Donc, non, un virage, c'est tout. Donc, ouais, voilà. Je pense que évidemment, effectivement, pendant un ou deux tours, il a dû avoir un petit peu de monde devant, mais après, ça c'était quand même assez dégagé, on va dire. Non, si tu veux être tout propre, tu passes un petit coup de polish, et puis voilà, tu prends une petite lingette qui va bien, et puis t'as un casque tout propre. L'échange du casque, bon, voilà quoi.
Ouais, c'est vrai que c'était pas forcément nécessaire. Après, voilà, il y a un règlement à respecter. Potentiellement, ça pouvait fausser les choses. Donc, j'ai rien contre la réclamation, même si, au vu des teams qui ont réclamé, c'était forcément pour essayer de gratter quelque chose. Mais c'est le jeu, voilà. Ayo, il doit connaître aussi le règlement et il serait peut-être pas permis de faire ça s'il l'avait lu. Ouais, mais justement, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que les teams le fassent, parce que effectivement ça peut passer pour du seum, mais ça passe, enfin moi je le vois surtout pour cherche pas à nous la faire à l'envers, quoi, parce que le jour où tu vas le faire et que tu te fais gauler, on va te défoncer et là tu vas être déclassé, quoi. T'as un casque qui fait 10 kilos. Donc mais non, mais t'as pas besoin. Ouais, après, voilà, si c'est 217 kilos et que dans un casque tu vas pas mettre 10 kilos de lest, hein, mais tu peux facilement planquer 2,5 kg, 3 kg, quoi. Je sais pas. Ouais, après, ouais, c'est sûr. T'enlèves tout le polyester, tu mets des plombs, ouais, tu peux avoir quelques ouais, kilos, mais bon, après, si tu te fais gauler, là, le jour où tu te fais gauler, bah, c'est bon, quoi. je pense que c'est mort. Ouais. Bah, déjà t'es plus crédible en tant qu'équipe et en tant que pilote. Ouais, c'est sûr. Donc t'as plus à perdre qu'à gagner, parce que je pense qu'il a pas besoin de 3 kilos de lest pour défoncer tout le monde. Donc je pense pas qu'il joue à ça, et je pense que les autres ils ont bien fait de le noter pour puis un jour ça leur tombera peut-être dessus, hein. Ouais, bah il y a forcément des gens qui trichent un peu à droite à gauche dans le paddock, que ce soit celui-là ou un autre, hein. Après voilà, on a déjà parlé de la pression des pneus, etc. Donc tu voulais nous parler de Pasini, du coup? Ouais, bah Pasini qui finit 11, le mec qui fait une wildcard par an sur son Grand Prix national, et il a 70 balais et il est toujours bon, voilà. Juste à signaler sa bonne performance. C'est bien de voir, parce que souvent les wildcards sur les Grands Prix nationaux, ouais, on invite des jeunes pilotes, notamment surtout en Espagne, ils font ça. Mais c'est aussi bien de voir des vieux briscards comme ça qui n'ont pas toujours eu... alors Pasini, il a une carrière en Grand Prix, bien sûr, oui, mais qui n'ont pas toujours eu que de la réussite. Et de les voir revenir comme ça, comme Petrucci aussi, l'année dernière chez Suzuki et cette année chez Ducati au Mans. Moi, ça me fait toujours plaisir de revoir ce genre de pilote. Ouais, Pasini, c'est une carrière, faudrait revoir, mais ouais, c'est une carrière compliquée dans le sens où elle est un petit peu en zigzag, et puis forcément en haut et en bas. Mais ouais, le mec qui revient pour une wildcard et qui fait 11, je trouve que c'est plutôt intéressant, quoi, parce que c'est pas... Alors, maintenant, le moteur Triumph, il commence à avoir quelques années d'étraînage en Moto 2, donc il commence à y avoir des possibilités pour s'entraîner toute l'année dans de bonnes conditions. Mais moi, je trouve que c'est plutôt cool, ouais, comme tu dis, de voir des pilotes comme ça. Les wildcards, entre guillemets, performantes, puisque quand tu fais il fait pas top 10, il fait 11e. Je trouve que c'est pas mal de voir des pilotes qui montrent qu'ils ont encore le niveau sur un plateau. Bien sûr. Et le plateau Moto 2, il est vachement relevé, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Tu voulais parler de Salach aussi rapidement? Ouais, non, Salach, moi. on l'a vu ouais, c'est toi, mais de toute façon, voilà, Salach qui craque en fin de course, mais clairement, il disait qu'il avait plus de pneus avant, quoi. Donc, bon, ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il craque, mais on le voit peu devant habituellement. Mais il fait quand même une belle demi-course, dans le sens où effectivement à mi-course, bah tu sens qu'il y a plus rien, quoi. Donc donc ça s'écroule. Mais je trouve que ça faisait plaisir de le voir. Le mec, au moins il a montré qu'il savait rouler vite devant, et puis surtout pas chuter, parce que bon, ouais, il a cramé ses pneus, mais au moins il était devant. Et je trouvais que c'était plutôt cool. On passe au MotoGP ? Allez, en MotoGP, en Q1, donc c'est Alex Marquez et Jack Miller qui vont s'en sortir. Quartararo, lui, s'élancera de la 15e place derrière son coéquipier Morbidelli. En Q2, donc Bagnaia va atomiser le record de la piste qui datait de 2021 et qui était détenu par Quartararo, justement. Marc Marquez et son frère Alex complètent la première ligne. Ensuite, en deuxième ligne, on aura Marini, Miller et Martin, et Bezzecchi, Espargaro, Zarco pour la troisième ligne. Un temps pénalisé de son meilleur tour pour dépassement des limites de piste. Lors de cette qualif, la direction de course fait machine arrière après avoir vu les images et rend son tour de qualif à Marini, donc qui garde sa 4e place.
Donc j'ai pas trop compris comment ils pouvaient l'avoir pénalisé, puis soi-disant après avoir vu les images le dépénaliser quoi. Donc en gros ils ont pénalisé quelqu'un sans avoir vu les images. un peu chelou. L'alcool peut expliquer des choses. Ou alors ils sont basés que sur les capteurs, mais bon c'est dommage ça. quoi. Ouais, je sais pas. Alex Marquez lui devra rendre 3 places sur la grille de départ du GP. Du GP, pas de la sprint, hein. Donc pour sa pénalité récoltée suite à son accrochage avec Brad Binder au Mans. Donc qualifié 3e, mais il partira de la 6e place. Mir, blessé au doigt en P2 le vendredi, a abandonné l'idée de courir ce week-end et il a fait une grosse chute avec la Honda. Et à noter également que Aleix Espargaro est lourdement tombé à vélo lors d'un entraînement jeudi alors qu'il était sur son téléphone et Rins apprécie. A priori pas de fracture pour lui mais des douleurs importantes tout le week-end. Non, sérieux, il était sur son téléphone. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Et j'ai pas de mots quoi. Bah si, moi c'est con quoi. Mais bon voilà, c'est... Franchement, tu veux faire du vélo, tu vas être sur ton téléphone, fais du vélo d'appart, enfin va dans ta salle de sport et fais ton vélo quoi. Mais ouais, sur la route, même je sais pas si c'était sur le circuit, sur la route. Alors c'est parti pour la course sprint. Donc Bagnaia fait un super départ et garde la tête de la course alors qu'Alex Marquez va chuter au virage numéro 1. Pecco est suivi de l'autre Marquez, donc Marc, et ensuite Martin, Marini, ça fait trop de Mar, et Bezzecchi. Non mais Martin, Marini, ça fait trop de la même particule. Donc quelques gouttes de pluie vont émailler le circuit, mais jamais suffisamment pour qu'aucun pilote ne décide de changer de moto, même si le drapeau blanc adéquat est de sortie. Donc Quartararo va pointer à la 11e place, Zarco 7e. Et Binder va écoper d'un long lap, déclaré responsable donc de la chute d'Alex Marquez. Bon, on fera le commentaire après là-dessus. Marc Marquez va perdre des places bien aidé par Binder encore une fois, alors que Bezzecchi lui remonte. Rins va faire une grosse chute et Binder va signer le nouveau record de vitesse absolue en MotoGP, donc 366,1 km/h. Bagnaia, toujours en tête, maintient Bezzecchi à distance et voit les Pramac de Martin et Zarco revenir fort derrière. Mais voilà, il s'était suffisamment démarqué, donc victoire de Bagnaia, sa 3e victoire cette saison en sprint devant Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Zarco finira une belle 4e place, Marini 5 pour 5 Ducati dans le top 5, Miller 6, Marc Marquez 7e, Aleix Espargaro 8e et Enea Bastianini 9e prend le dernier point au nez et à la barbe de Quartararo qui finit 10e de cette course sprint. Un petit mot, Cyril, sur la pointe de vitesse de Brad Binder. Ouais, sur Binder, en fait, c'était marrant parce que j'avais lu un article justement de Zarco qui parlait de vitesse qui date un peu, mais de vitesse. Et la course sprint Mugello, c'était vraiment le meilleur endroit et le meilleur moment pour ce record parce que en fait, il est dans le paquet, il est emmené par les Aprilia à l'Aspi. Donc ça repousse encore le curseur de la vitesse, la plus grande vitesse atteinte en 2 roues sur un circuit. Parce que en course sprint, ils ont des pneus un petit peu plus tendres qu'en course, ils emmènent un petit peu moins de carburant, donc de base le rythme est un petit peu plus rapide et donc du coup beaucoup des pilotes ont fait évidemment leur vitesse de pointe max du week-end à l'occasion de cette course et quand même 366 en KTM. Faut pas se louper sur le point de repère du freinage là, parce que clairement ça fait vraiment, c'est impressionnant. Les KTM d'ailleurs, les KTM ont une meilleure vitesse de pointe en moyenne que les Ducati ce week-end, c'est quand même à noter que voilà, leur moteur il cavale bien aussi, ils ont pas mal de chevaux. Ouais, je te laisse embrayer sur Rins. Bon, Alex Rins, grosse blessure au final. C'est une fracture du tibia péroné pour lui. Donc il est parti dès le samedi soir se faire opérer à l'hôpital de Florence, qu'ils ont posé quelque chose pour maintenir la fracture. C'est c'est une grosse cage en acier externe là qui est vissée directement dans la jambe. C'est horrible à voir ce truc. Bref. Et du coup il va se refaire opérer en début de semaine à Barcelone ou à Madrid, je sais plus. En tout cas il rentrait en Espagne se faire vraiment opérer pour bloquer la fracture. Je pense qu'il se fera poser des plaques ou quelque chose et voilà, donc peut-être qu'il sera de retour à la fin de l'été pour Silverstone ou l'Autriche, mais voilà, c'est une grosse blessure, il va pas être de retour tout de suite.
Ouais, c'est dommage parce que il avait quand même montré sur le début de championnat, bon c'était irrégulier quand même, mais il avait montré que il avait trouvé des choses. Et c'est un peu dommage. Mais bon après on en parlera un petit peu plus tard, mais ouais, enfin c'est Honda, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est clairement c'est Honda. Mir qui se blesse, la veille. Marquez qui a pris cher au début de saison. Marc Marquez. Ouais. On a Kagami cette saison, il survit, mais l'année dernière, pareil, au doigt, il avait raté beaucoup de courses à cause de ça. Donc, ouais, c'est compliqué. Après, sur la course sprint, moi je trouve qu'il y a une grosse perf devant de Pecco, quoi. Parce que, comme d'habitude, il se détache quand même assez nettement du plateau. Et c'était pas simple, parce que quand il y a eu les 2-3 petites gouttes de pluie, ça a quand même nettement resserré la tête de course, parce que forcément il y a eu l'effet de surprise sur un petit peu tout le monde. Et j'ai eu, je dirais pas peur, mais j'ai pensé que ça allait rebattre un petit peu les cartes. Mais en fait, ça les a pas tant gênés que ça. Il devait pas pleuvoir de manière assez insistante, on va dire. Et du coup, ils ont tous pu continuer en slick, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que Pecco, à un moment donné, il a bien baissé de rythme. Je crois qu'il a eu un peu peur et le paquet était revenu sur lui. Après, il a vu que ça passait et puis il a repris de l'avance, quoi. Let's go sur le Grand Prix. Alors, la course du Grand Prix d'Italie. Miller fait un départ incroyable. Alors vraiment plus qu'incroyable. Et se permet le luxe d'adresser un petit signe de la main à Pecco en le doublant. Donc limite, Miller est déjà au niveau de Pecco. Alors que le départ il vient d'être donné, quoi. C'est vraiment incroyable. J'ai cru qu'il avait fait un faux départ d'ailleurs au début, mais non. Suivent ensuite donc après Miller suivent Bagnaia et Marini dans le premier virage, mais Bagnaia reprend la tête dès le deuxième virage. Quartararo est alors 13e et Zarco a perdu quelques places. 12e. À la fin du premier tour, donc Bagnaia affiche une demi-seconde d'avance et personne ne sera plus en mesure de le rattraper. Derrière, c'est Martin qui a pris le meilleur sur ses concurrents et s'en suivent Miller, Marini, les deux Marquez dans l'ordre d'aînesse. Alex Marquez va se rater au freinage du T1 et doit relâcher le frein. Alors ça, c'est une action qui m'a fait extrêmement peur. Il va passer entre son frère et Marini et frôler de peu Miller. Il évite tout le monde d'un cheveu avant d'écarter totalement sa trajectoire. On a vraiment évité un gros accident à ce moment-là. De son côté, Zarco remonte déjà et pointe 7e. Devant, Bagnaia a imposé un écart d'environ, donc toujours une demi-seconde à Martin, et n'est pas en mesure de réduire le gap. Mais ces deux-là feront une course assez solitaire, chacun dans son rythme. L'un n'est pas en mesure de rattraper l'autre, mais l'autre n'est pas encore en mesure de créer un gap sur le second. Marc Marquez, en lutte pour le podium, va chuter en perdant l'avant. Il est un peu hors trage, et a priori, d'après les pilotes, il y avait un peu de vent dans ce virage. Oliveira va également partir à la faute. Belle bagarre pour la 3e place entre Alex Marquez et Marini, mais Alex Marquez va s'inspirer de son grand frère pour lui aussi partir à la faute. Zarco va se défaire de Marini pour la 3e place. Ça s'est joué en 3 temps, parce que Marini s'est pas laissé faire, mais voilà, Zarco en bagarre, ça fait c'est toujours agréable à voir. Donc c'est Pecco Bagnaia qui gagne le Grand Prix devant Jorge Martin et Johann Zarco. Luca Marini, Brad Binder et Aleix Espargaro pour la 4e, la 5e et la 6e place. Jack Miller 7, Marco Bezzecchi 8, Enea Bastianini 9e, encore une fois. Et ensuite, donc on a Franco Morbidelli qui finit 10e, Quartararo 11e et Viñales 12 au championnat. On a Bagnaia en tête du championnat avec 131 points qui met un peu, grâce à ces deux courses, Bezzecchi en retrait qui a 110 points, donc 21 points de retard. Et Martin, lui, revient comme un boulet de canon avec 107 points. Zarco est 5e du championnat avec 88 points et Quartararo 8e, 54 points. Par quoi tu veux commencer, Cyril ? Je vais commencer par la petite phrase que je t'ai mis dans le conducteur, c'est Pecco, qu'est-ce qu'il est fort quand il est pas fragile. Non, mais c'est ça, t'as raison, désolé. Qu'est-ce qu'il est fort quand il est pas fragile. Je sens l'ironie dans ton message, mais tu vas t'expliquer. Alors non, c'est pas de l'ironie, c'est juste que là sur un week-end comme ça, il est intouchable. Il est le plus rapide sur les temps combinés P1 P2 du vendredi, le samedi Paul, et puis il gagne, et le dimanche, et puis surtout il domine largement la course sprint, et le dimanche il est intouchable. C'est un pilote qui était à la maison et qui avait envie de marquer les esprits. Il l'a fait d'une très belle manière. Voilà, il était intouchable. Et
Je trouve que de plus en plus, comment dire, quand tu fais un week-end comme ça et que tu te payes le luxe d'anticiper une petite célébration et que tu as le temps de la mettre en place, je trouve que moi ça me l'a rendu vachement sympathique parce que ça prouve que tu te dis ce week-end je vais leur montrer et que tu arrives à leur montrer. Et c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Et il est en train de mon point de vue, de mettre sa patte sur le championnat. Alors d'aucuns diront que c'est plus facile parce que ceci, parce que cela. Il faut quand même le faire. Et parce que derrière, ça a pas été tendre. Notamment en course sprint, mais Martin, quand même, il a emmené aussi très très fort tout le week-end. Zarco est parti de plus loin, mais Martin, il a pas vraiment décroché quoi. Et il a surtout bien roulé derrière. Et je trouve que vraiment la performance de Pecco, elle est vraiment intéressante pour ça. Ouais, je te rejoins quand il est sur ce. Ouais, je te rejoins quand Pecco il est dans ce mode-là, il est intouchable, il l'a déjà démontré depuis 2 ans. C'est une piste qu'il connaît par cœur. La Ducati est souvent en roulage ici avec Michel et Pirot. De toute façon, là, on vient de faire 3 circuits. Rérez, où ces 3 dernières années Ducati a gagné. Le Mans, où ces 4 dernières années Ducati a gagné. Et le Mugello, où Ducati a gagné tout le temps depuis 2017. À part 2020 où il n'y a pas eu de course et 2021 où c'est Quartararo. Bref, on vient de faire 3 pistes où la Ducati est très forte. Donc c'est aussi cette impression qu'on a. J'ai eu un autre débat là-dessus dans une autre émission avec est-ce qu'on n'a pas un championnat Ducati en cours. Pecco est très fort et c'est le plus fort des pilotes Ducati, c'est le plus rapide. Martin est aussi excellent. La moto est très très bonne en ce moment. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, mais c'est surtout effectivement que Pecco a montré qu'il était intouchable ce week-end. Il a gagné, il était le meilleur toutes les séances, c'est-à-dire pas la paire, mais il était le meilleur vendredi. Le samedi, il gagne la sprint, il fait la pole. Dimanche, il fait le meilleur tour en course. Ex aequo avec Alex Marquez. D'ailleurs, ça c'est aussi un truc marrant. Et il gagne il gagne le Grand Prix. Donc personne n'a été plus rapide que lui. Martin est très fort, certes, mais pas encore à ce niveau-là. Donc bravo à lui. Moi, j'enchaînerais bien sur son coéquipier, donc Bastianini, qui a fait une reprise de contact intéressante. Elle est pas, flamboyante, mais au moins il chute pas, il prend des tours, il reprend ses marques. 9e sur les 2 courses, c'est pas foufou, mais j'espère que les enchaînements des 3 week-ends vont lui permettre, si le physique est là, de reprendre contact vraiment proprement avec la piste, parce que vu l'absence qu'il a eu, c'est quand même assez important qu'il puisse revenir quoi. Ouais, je te rejoins tout à fait sur Bastianini. Tu dis il fait 2 fois 9e, ce qui est intéressant. Il revient de blessure, il connaît pas encore bien cette moto. Et pour rappel, il a fait que les essais et les qualifs cette saison au premier Grand Prix, le Grand Prix du Portugal, avant de se faire shooter en sprint. Il avait roulé aussi un petit peu à Rérez avant de jeter l'éponge. Mais voilà, donc c'est son premier vrai week-end de course complet. Il part loin, honnêtement. Du coup, il finit 2 fois 9e. Et 2 fois, il prend les points. Donc bravo à lui. Forcément, c'était pas simple. Sa blessure est pas tout à fait guérie. Il l'a redit. Hein. Ça donne de l'espoir pour la suite et qu'il revienne en forme, surtout s'il fait un bon Grand Prix d'Allemagne et un Grand Prix des Pays-Bas, qu'après l'été, il soit vraiment à 100%. Ouais, c'est ce qu'annonçait, alors je sais plus lequel, chez Ducati. Il disait que c'était important qu'ils reviennent, que la reprise de contact elle ait lieu maintenant pour pouvoir bien travailler, donc en intersaison, enfin pas en intersaison, mais durant le break d'été, pour pouvoir envisager de rejouer les podiums à la reprise. Donc ouais, ça va être à suivre. Après, c'est dommage que sa saison soit biaisé à ce point-là, mais bon, ça c'est comme ça, il y peut pas grand-chose. Mais on va parler de Marquez qui chute en course, du coup il en fait trop. Alors la moto est mauvaise, il doit se faire avec son matériel, et qui est très compliqué, son matériel. Lui s'en sort mieux que ses copains, mais clairement c'est pas top.
Moi, ce que je lui reproche seulement à Marquez, on en a discuté un peu en privé, c'est qu'il soit pas capable de terminer une course sur ses roues. Moi, personne lui en voudra, même je suis dans le clan Honda. S'il rentre au stand à la fin de la course parce qu'il est 10e, ils se contenteront d'une 10e place. Mais ça sert à rien de se battre pour le top 5 avec les copains, les Ducati. Alors que forcément, la moto, on sait que à moins d'un miracle, elle va finir dans le bac à sable à tenir ce rythme, quoi. Après, il fait un week-end assez bizarre parce qu'il se qualifie bien. Déjà, il chope la Q2 parce qu'il va attraper la roue de je ne sais plus qui, mais je crois de Vignales en P1 ou en P2. Je sais plus. Et puis en qualif, c'est Bagnaia qui va faire chier. Mais il a toujours un petit peu ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire de vouloir bien se placer en grille parce qu'il sait que c'est important. Après, on voit ce qui se passe en course sprint, c'est-à-dire que il est entre guillemets dans le paquet de devant, mais il se fait un petit peu embêter, sort un peu de l'attrage. Et donc, au final, ça fait P7, donc une position qui est, comme tu dis, hein, c'est pas déshonorant. Hein. De faire 7e sur une course comme ça, mais ça montre aussi le vrai rythme que tu as en course. Et là, clairement, la chute qu'il prend, j'étais un petit peu dur en disant que jamais ça passe. Mais quand je vois les replays, il est à l'extérieur, il est penché comme s'il était à la corde, quoi. Et clairement, tous les copains, ils sont à l'intérieur, donc ça a du grip, ça a tout ce que tu veux, mais lui, il y est pas, quoi. Et il est quasiment aussi rapide, quoi. Ouais. Donc forcément, ça va aller dans le sable. C'est obligé, quoi. Et voilà. Après, c'est ce qu'il dit en interview. On est obligé de prendre trop de risques. Là, c'est comme d'hab. T'es jamais obligé de finir au bac. Parce que tu marques 0 point. T'avais peut-être là, il avait peut-être pas un podium, mais il avait une P5, P6 dans les pattes, quoi. C'est clair, c'est pas ce qu'il cherche, mais il a pas la moto pour aller faire un podium au Mugello cette année. Alors c'est lui qui pilote, hein, c'est lui qui choisit, hein, donc il choisit de la mettre au bac, il la met au bac. Hein, voilà. Après, il peut parler des blessures des copains, c'est vrai, parce que la Honda, c'est une moto qui est ultra punitive. Lui, il le paye, il l'a payé cher sur les années précédentes, et là, Rins et Mir, c'est pareil, quoi. Et là, ils arrivent au Sachsenring, et ils sont que 2. Nakagami et Marc Marquez. Ouais. Donc, bonne chance. Je me suis demandé, je sais pas si tu saurais me répondre, est-ce qu'ils vont faire rouler Stéphane Bradl en wildcard? Peut-être pas en pilote de remplacement, parce qu'ils ont annoncé qu'ils seraient pas remplacés, les pilotes, mais en wildcard. Ils ont annoncé qu'ils seraient pas remplacés? Parce que, en fait, ils n'ont pas l'obligation de les remplacer, puisque c'est 10 jours. Mais je sais pas si Bradl, ils avaient déjà prévu une wildcard, je sais pas. Mais là, ils sont pas obligés de les remplacer vu que la chute est survenue trop proche du Grand Prix. Moi, je pense que ça serait un peu dommage parce que Bradl, il connaît bien le GP. Je pense qu'il connaît bien la moto et là, je pense qu'ils ont besoin de data, quoi. Tu m'étonnes. On peut parler de Pramac, qui fait quand même un excellent week-end avec Martin et Zarco. Week-end après week-end, ils enchaînent les deux. Martin, déjà, moi, ce qui m'épate le plus, c'est qu'il chute beaucoup moins. Et là, ça nous permet de l'évaluer sur son vrai potentiel. C'est-à-dire, là, il est 3e au général après 6 courses. Bon, c'est pas la mi-championnat non plus, hein, mais c'est quand même à la place qu'il doit être quand il pilote de manière un petit peu plus réfléchie. Et c'est là où il doit être. Et Zarco, P5, au général, c'est pareil. Je pense qu'il a pas fait trop d'erreurs depuis le début de saison. Il en a fait quelques-unes, mais il a fait de très très belles remontées. Et ça, pareil, on en parlait un petit peu entre nous. Ce qu'on attend, c'est un Zarco sur une des places dans des 2 premières lignes et un bon départ pour voir ce que ça peut donner sur une course, parce que on voit course après course que il a des départs un petit peu poussifs, il part de loin, mais il fait toujours des fins de course très très impressionnantes où ça remonte fort, ça double, et en partant plus au contact de la tête, ça peut être intéressant à voir, quoi.
Bah écoute, je te rejoins tout à fait sur Pramac, hein, qui s'avère être tout simplement le meilleur team actuellement sur le plateau, hein, et loin devant les autres avec Martin et Zarco au classement des équipes. Donc une équipe privée en tête de ce classement, c'est pas rien. Derrière, c'est les KTM de Brad Binder et de Jack Miller qui enchaînent bien également. Pour certains teams officiels notamment, il y a eu beaucoup de blessures des pilotes. Donc je pense à Ducati et avec la blessure de Bastiani et Honda avec la blessure de Marquez, ça a pas aidé dans ce classement, mais voilà. Donc je te rejoins pour Martin, il a dit lui-même que depuis les USA, même s'il a chuté en course aux USA, il a eu un déclic. Il a pas trouvé quelque chose, il a eu un déclic sur son pilotage par rapport à cette moto, et ça s'est vu depuis Rérez. Il reste sur ses roues tout en ayant une vitesse assez impressionnante. Et Zarco, on a l'impression que c'est comme le bon vin, et chaque année sur cette moto en tout cas il se bonifie. Chaque année on dit bah ouais, clairement c'est pas rien, mais en fait il est toujours là, il fait toujours des podiums. D'ailleurs en parlant de statistiques, hein, Zarco égale Christian Sarron avec 18 podiums en catégorie Rennes, donc le deuxième meilleur français, donc c'est Quartararo qui a le plus de podiums, mais voilà, ça montre quand même le niveau, et je pense que ça doit être le pilote, maintenant que Espargaro était titré, pardon, ça a fourché. Maintenant qu'Espargaro a gagné une course en Argentine, ça doit être Zarco le pilote qui a le plus de podiums sans victoire de toute l'histoire du MotoGP. Donc ça devrait arriver s'il se qualifie bien. Après ils ont la moto pour, mais voilà, l'équipe marche bien, il faut le souligner, et les pilotes font du bon travail, donc bravo à eux. J'aimerais bien parler, si tu le veux bien, de ce qu'a fait Alex Marquez en course, qui s'est soldé par rien, à part que Alex Marquez rate son virage, mais clairement on n'est pas passé loin d'un drame total avec une boule de bowling dans un jeu de quilles, là. Ouais. Après, c'était. Ça montre quand même, c'est que c'est des sacrés. Ils ont des sacrés réflexes, quoi, parce que fallait réussir à passer là où il est passé sans rien toucher. Et je pense que ça. Oui. Enfin, ouais. Là où c'était et à la vitesse où sont les petits copains, c'est un sacré exercice, quoi. Après, c'est compliqué. Je sais pas trop comment le juger, ça. Parce que tu peux pas mettre une pénalité là-dessus, quoi. Il a un peu de chance. Après, bon, il se rate un peu au freinage, parce que je pense que il est dans la speed de son frère, et de Marini, il se laisse aspirer. Quand il touche les freins, il y a plus rien, en fait, parce qu'il est clairement dans le mauvais la mauvaise trajectoire. Donc il est obligé de relâcher et de foncer tout droit, mais les réflexes qu'ils ont pour c'était impressionnant à voir. Heureusement qu'il se passe rien. Je pense qu'elle a quand même sacrément déconcentré, parce qu'il tombe juste derrière quelques virages après, oui. mais voilà. Dernier point dont je voulais aborder, c'est le week-end de Quartararo, forcément. Pour moi, c'est un week-end raté. Son coéquipier fait mieux, mais cette saison, l'écart entre les deux n'est plus significatif, hein. Il faut pas toujours le comparer à Morbidelli, je pense. Il y a la polémique sur son choix de pneus. Il disait qu'il voulait partir en pneus tendres avant, comme certains pilotes l'ont fait chez Ducati, mais a priori son team lui a imposé le choix du médium, avec lequel il se sentait pas trop à l'aise. Donc après, qui a le droit de décider du choix de pneus? Est-ce que c'est le pilote parce que c'est lui qui roule sur la machine? Est-ce que c'est le team parce que c'est leur moto et qu'ils ont les datas pour peut-être savoir que le pneu tendre il va pas durer sur l'entièreté de la course? J'ai pas la réponse. Je trouve ça dommage, en tout cas ils aient pas trouvé de compromis, et que ça sorte du coup cette histoire que Quartararo se plaigne encore une fois de son team, qu'on lui a imposé un choix qu'il voulait pas, quoi. Ouais, sur le sujet, moi j'ai eu plusieurs allers-retours, parce qu'au début, j'ai eu le même point de vue que toi, c'est-à-dire que je trouve que c'est dommage que le team pousse le pilote sur un choix de pneus. C'est le pilote qui choisit, c'est le pilote qui défend son choix sur la piste. Moi, je le vois comme ça. Et après, ils ont réussi à le convaincre, donc
Ça, c'est quand j'ai lu l'interview écrite de Quartararo, où lui, là, après, il prend sa part de responsabilité dans le sens où il explique bien qu'il a été convaincu. Donc, ils l'ont fait changer d'avis. Ils l'ont pas imposé, mais ils l'ont fait changer d'avis. Donc là, je me suis dit, ok, il prend sa part de responsabilité. Mais ce qui m'embête, c'est que Morbidelli est parti en soft. C'est-à-dire que si tu dis à Quartararo, non, mais le soft... il va pas aller au bout, hein. Et que tu vas voir Morbidelli et que tu lui dis, et que si le gars il dit bah je veux prendre les softs, tu le laisses partir en soft, je pense qu'à un moment donné faut se poser les bonnes questions, quoi. C'est-à-dire que si tu dis à un pilote le soft il va pas aller au bout et que tu laisses le coéquipier partir en soft, il y a un problème dans l'équipe, quoi. C'est là où il faut creuser. Parce que tu peux pas dire à un pilote le soft va pas tenir et laisser le coéquipier du box d'à côté partir en soft. Il faut être cohérent, c'est-à-dire si le soft ne tient pas, aucun des pilotes de ton équipe ne part en soft. C'est l'évidence même. Et après, c'est pas comme ça que ça se passe chez Yamaha. Ouais, mais après, les deux pilotes sont connus pour leur style de pilotage différent. On sait que Quartararo est très agressif sur sa moto, alors que Morbidelli est beaucoup plus coolé. Et peut-être qu'avec les datas récoltées lors des séances d'essai libre et au warm-up, ils se sont dit que Quartararo et son pneu, un pneu soft, ça le ferait jamais. Peut-être, hein, je sais pas, je suis pas dans le team et dans la tête de Lynn Jarvis, mais c'est vrai que ta logique est plutôt pertinente. Mais après voilà, comme tu dis, il y a des styles de pilotage différents aussi, il y a certainement aussi ils ont tous les deux des cartographies différentes, donc il y en a un qui peut être plus agressif et tout ça. Après moi le gros intérêt que je vois, c'est que j'espère qu'ils vont savoir capitaliser là-dessus aussi. C'est-à-dire que ils vont pouvoir retrouver des moments où si le pilote te dit moi je veux le soft, tu lui laisses le soft. Et t'as le droit de l'avertir et de lui dire ouais mais nous on pense que, et puis après il a le droit de pas changer d'avis, hein. C'est lui qui est sur sa moto, hein. C'est pas son chef mécano. Tu prends ce point là plus le fait que le week-end n'a pas été très performant, tout ce qui s'est passé autour de Mahé, ça fait au final un week-end qui est plutôt pas satisfaisant du tout. Après, ça c'est pareil, c'est des petites choses que j'ai regardées. Au final, sur le P1, P2, il est je crois qu'il est à 7 dixièmes du meilleur temps de Pecco, ce qui représente sur un tour en 105 secondes 0,7% d'écart de performance. Sur un circuit où il faut un grand moteur, donc forcément la Yamaha n'est pas de base avantagée, tu sais que tu vas passer un week-end la tête dans le cul. Et que tu vas en chier. Ouais. Tu sais dès le vendredi. Donc ça sert à rien de te mettre la rate au courbouillon et de dire ça va pas, vous me faites chier, ça va pas, vous me faites chier. Tu vas en baver, et prépare-toi, mets les boules caisses s'il faut, mais ça va être compliqué, c'est tout. Après, il y a une autre solution qui est choisie par d'autres pilotes, des pilotes comme Marquez qui, eux, sont plus, comme on le disait tout à l'heure, aller chercher des roues, aller chercher des temps pour bien se placer au départ. Et si tu as besoin de ça, fais-le aussi, puisque de toute façon, on vient pas le reprocher à Marquez, donc on viendra pas te le reprocher à toi, même si c'est pas entre guillemets sport, mais ça fait partie aussi du sport quand tu es en difficulté de te remettre dans le droit chemin de cette manière. Mais voilà, moi je pense que toute la mousse qu'il y a eu, ils sont en difficulté, ils en chient. Quartararo, il a peut-être pas la bonne approche dans le sens où je le trouve beaucoup trop nerveux pour la situation. Et oui, il a l'habitude de jouer le podium, il a l'habitude de jouer la gagne, pas en ce moment. Et il faut juste voir qu'il y a un an, il était en tête du championnat du monde, il était sur le podium quasiment à toutes les courses, ça souriait plus, et il avait peut-être 0,3 ou 0,4% de performance en plus par rapport à cette année. Donc l'écart, il existe, et compte tenu du plateau tel qu'il est maintenant, il est tellement resserré que dès que ça relâche un tout petit peu, que ce soit le pilote ou la machine, tu prends 10 places dans la gueule. Je voulais revenir un peu sur les performances de la Aprilia ce week-end et depuis le début de saison, en fait, qui sont plutôt décevantes, hein. On voit que finalement, l'intersaison
Il suffit de pas grand-chose pour passer d'une moto qu'on voit la deuxième meilleure moto du plateau à seulement la troisième meilleure moto, j'ai envie de dire, la KTM aujourd'hui, qui eux ont clairement fait un step. Donc d'ailleurs, je voulais revenir sur le week-end juste rapidement, vu l'heure qui passe. Brad Binder qui fait une bonne course sprint, mais bon, qui est pénalisé par le long lap et qui fait un bon GP tout court, puisqu'il termine 5e, la première non Ducati, et Miller qui fait 6 et 7, donc 6 en sprint, 7 en Grand Prix. Donc clairement lui son adaptation à la moto a été vraiment, encore une fois, une adaptation éclair. On voit que c'est quelque chose qui perdure, donc félicitations à KTM qui montre vraiment de belles choses. Je pense que en Autriche, c'est peut-être pas une Ducati qui va gagner cette année, en toute franchise, dans des conditions normales, parce que Binder avait déjà gagné là-bas sous la pluie, mais voilà. Bah, en fait, ce que tu dis sur Aprilia, c'est exactement, c'est le prolongement de ce que je pense sur Yamaha, ou dans le sens où, de mon point de vue, Yamaha et Quartararo ont accumulé 2 pas en arrière, à la fois la machine et à la fois le pilote, qui est un petit peu dans un état d'esprit différent. Là où l'inverse, Aprilia était peut-être sur une année 2022 plus, et sur une année 2023, il la démarre de manière nominale. Donc, au lieu de jouer P3, P6, bah, il joue plus P6, P9. Et pour moi, je trouve qu'ils ont fait une année 2022 un petit peu au-dessus de leur perf, et que là, ils font une année 2023, ils la commencent là où ils doivent être. Après, c'est peut-être un peu dur, mais de mon point de vue, c'est comme ça. Après, l'équipe satellite, elle a énormément souffert pour plein de raisons, plein de faits de course qui sont vraiment pas de chance, et j'espère que ils vont réussir aussi à jouer leur coup, parce que moi c'est pas une déception, dans le sens où ils ont encore beaucoup de choses à prouver, et j'en attends beaucoup, mais ils ont pas eu de bol. Ils ont vraiment manqué de cul. Et pour moi, KTM est exactement dans l'état inverse, c'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient déjà ramené leur moto un petit peu en avant, et là, ils font un début de saison qui est très bon, et qui est aussi lié à ce qu'a fait Pedrosa à Jerez, et où eux, bah, ils ont inversé leur position par rapport à Aprilia, c'est-à-dire que là où ils jouaient les 8-10, bah là, ils sont plus facilement 5-6, quoi. Et mine de rien, ça fait des écarts qui sont pas énormes, mais de notre canapé, on se dit putain, la KTM elle est mieux cette année, et tu le vois clairement, parce que tu vois un peu plus la moto, tu vois et pourtant les écarts sont pas énormes. Moi, je le vois comme ça. Je pense que ton analyse, elle est plutôt juste. Il suffit vraiment de pas grand-chose. De toute façon, on est encore dans les histoires de top 15 les plus resserrés, etc. à chaque fois. On est dans une période, malgré tout ce que les gens peuvent penser, parce qu'il y a une domination Ducati qui est indéniable. On est dans une période où et les pilotes et les motos n'ont jamais été aussi compétitifs. Le plateau, il est extrêmement resserré. Tu fais un long lap, t'es 3e, tu ressors, t'es 12e, et t'as perdu juste une seconde. Donc voilà, moi je me souviens à une époque, la fameuse course de Laguna Seca, Rossi fait tomber Stoner sous la pression pour la victoire. Stoner, il part à la faute, donc il tombe, il relève la moto, il finit 2e. C'est impossible aujourd'hui en MotoGP. Tu tombes dans le bac à gravier, si t'arrives à relever la moto et la redémarrer, tu termines 18e. Désolé. Bah, de toute façon, c'est tout à fait ça. C'est qu'on a un plateau qui est ultra resserré. Alors, il y a plein de raisons derrière, mais je pense qu'elles sont bonnes, parce que justement, ça permet de maintenir. Alors après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça maintient les équipes dans une ultra compétitivité. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, ça met une pression énorme sur les pilotes. Et bah, certains lâchent prise, d'autres se blessent. Pour moi, c'est peut-être pas la bonne façon de faire le tri pour les pilotes. C'est pas que c'est pas la bonne façon de faire le tri au niveau d'hommes, des hommes qui courent. Mais c'est comme ça, quand tu arrives dans un environnement qui est ultra compétitif comme il l'est, bah dès que ça relâche un petit peu, et bah tu perds 10 places. Et c'est malheureux à dire, mais au final t'es pas si loin du 4e.
T'es pas si loin de la deuxième ligne, mais bah voilà, t'es 15e. Et c'est sévère, hein, mais c'est comme ça. Non, juste pour dire à ceux qui, parce que j'entends la critique, vu que je suis producatif, je suis forcément anti-Yamaha ou anti-Honda. C'est vrai que je les critique beaucoup, mais c'est parce que je suis sûr qu'ils peuvent revenir à leur meilleur niveau. Moi, je suis pour pas pour une domination d'une telle ou telle marque, mais vraiment pour un championnat disputé, que ce soit entre les pilotes ou entre les marques. Justement, je trouve que c'est ça qui tire notre sport vers le haut. Et donc voilà, moi je veux voir des bagarres en course entre Bagnaia, Marc Marquez et Quartararo, pour citer les fers de lance, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a du mal à se concrétiser du fait des bonnes fortunes ou des mauvais choix de développement de chacun. Bah là-dessus, après, ça reste mon point de vue. Je pense qu'il faut regarder les courses de 2014-2019. Vous verrez ce que c'est qu'une domination. Et puis on verra ça en fin d'année. Et pourtant, voilà, c'était des saisons qui étaient intéressantes à voir aussi, hein. Pour plein de raisons. Oui. Des dominations, on en a connu. Voilà, c'est comme ça. Alors, je sais que Kevin de la boîte à clapper, il parle beaucoup d'effets cycliques. Et ben là, on est dans un cycle où Ducati a une moto performante, et Ducati on a filé à 8 personnes, et les 8 personnes savent s'en servir. Et ça, c'est aussi un point qui est chiant. C'est que Yamaha, la moto 2023, elle n'arrive pas à mettre à l'amende la Ducati 2022. C'est-à-dire que factuellement, ils ont 1 an de retard. Ils ont plus d'1 an de retard de développement sur leur machine. Donc partant de là, t'es dans la merde. Et quand t'es dans la merde, ça sert à rien de dire d'ajouter du bouillon à une situation qui est déjà compliquée. C'est soit tu travailles en équipe et tu mets en place ce qu'il faut pour te redresser, et plus tu mets ça en place tôt, plus tu as des chances de te redresser, parce que le constat actuel, il est là. Et il faut pas oublier non plus que l'année dernière, ils étaient pas si loin que ça, Yamaha. Donc ils ont pas perdu la potion magique du jour au lendemain, quoi. Donc là, ils sont dans une mauvaise passe qui fait que ils sont vraiment sur le côté. La tartine, elle tombe toujours du côté confiture. Mais voilà, faut aussi savoir d'où tu viens. Et 1 an, ok, c'est beaucoup en moto, mais c'est pas non plus le bout du monde. Donc oui, si tu t'enfermes dans une logique de c'est pas moi, c'est les autres, les ceci, c'est machin, c'est bidule, jamais tu vas t'en sortir. Et voilà. Et le titre de 2021, l'année dernière, il fait 2e au général. Donc bon, c'est pas, comment dire, c'est pas juste de dire que tout le monde, faut tout jeter. Le manager, le bébé, l'eau du bain et puis les pneus, quoi. Voilà. C'est ça. Ben non, mais enfin voilà. Au bout d'un moment, il faut prendre un iced tea, se poser et puis parler entre sportifs et équipe, quoi. Enfin, je pense. Hein. Je sais pas, c'est un bon CV pour préparateur mental ou pas? Ouais, mais c'est un peu dépressif quand même. Faut que tu trouves plus de positivisme dans tes propos. Sur ce, on va terminer cet épisode. Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est tout pour moi. J'espère que tu vas t'en sortir avec la longueur de cet épisode, mais ouais. Non, ça va aller. Merci Cyril. T'inquiète. Merci à toi, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Sachsenring. Placez vos pièces. J'espère qu'on verra une belle course déjà, parce que c'est un circuit qui est plutôt cool. Et je pense qu'on verra une belle course. Salut. À plus tard.